Bonsoir, mardi 27 avril, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale, voici les titres de cette édition. Près de 1000 personnes réunies hier sur la place de l'Hôtel de Ville. Les Rambolitains ont rendu hommage à Stéphanie M, cette fonctionnaire de police assassinée vendredi dernier au commissariat de la ville. Autour de la famille de la victime, de nombreux élus et habitants ont fait également le déplacement. Retour sur ce rassemblement. Le secteur du bâtiment subit de plein fouet la crise des matières premières. Certains matériaux comme l'acier se font de plus en plus rares. Conséquence, les prix augmentent, de quoi inquiéter les professionnels. Reportage dans une entreprise à Méret et invité Christophe Bouguin, président de la Fédération française du bâtiment des Yvelines. Et puis à la fin de ce journal, les voitures de collection seront de sortie, 25 plus précisément, qui étaient proposées lors d'une vente aux enchères à Versailles. C'était dimanche au domaine de Madame Elisabeth. On parlera également tout à l'heure de circuit court avec une boutique qui a été lancée récemment à Manille-les-Hameaux. L'information du jour nous est parvenue dans l'après-midi. Emmanuel Macron assistera jeudi aux obsèques de Stéphanie M. Et c'est une annonce de l'Élysée. La fonctionnaire de police a été tuée pour appel au commissariat de Rambouillet vendredi dernier. La ville où elle reposera n'a pas été encore révélée. Autre information importante également annoncée par l'Élysée, Stéphanie M recevra un hommage national. La cérémonie se déroulera vendredi à Rambouillet, une semaine donc après les faits, et sera présidée par le Premier ministre Jean Castex. Hier déjà, un hommage a été rendu devant l'hôtel de ville à Rambouillet. Dans la foule, des habitants venus très nombreux, mais aussi des élus du territoire et des ministres. Une cérémonie qui était courte et sobre à la demande de la famille. Célia Gatsongo et Justine Brasier étaient sur place. Le récit d'Astrid Bergère. La Marseillaise a résonné devant l'hôtel de ville de Rambouillet lundi 26 avril pour rendre hommage à Stéphanie M, cette fonctionnaire de police assassinée 3 jours plus tôt dans le commissariat de la commune. Des centaines d'habitants se sont déplacés pour soutenir sa famille et ses collègues. Je suis révoltée par l'intolérance et que c'est quelque chose qui m'a choquée beaucoup parce que les enfants de cette dame pourraient être mes petits-enfants, parce que je pense à la famille qui reste et que de se faire tuer comme ça en allant au travail, je trouve ça épouvantable. Certains sont venus de plus loin en Île-de-France pour dénoncer ces actes, rendre hommage, mais aussi faire passer un message. Je dénonce cet acte barbare. C'est une mère de famille qui a laissé des enfants. Et je suis venue dire que l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est une religion de tolérance, de paix et de foi. Je ne sais pas au nom de qui, pourquoi il a tué cette pauvre dame qui n'a rien demandé. Ministre, président du Sénat, député, autour de la maire de Rambouillet, de nombreux élus ont fait le déplacement. Je suis venue d'abord pour rendre hommage à Stéphanie, à cette personne qui a été assassinée sauvagement, cet attentat qui a eu lieu vendredi à Rambouillet, pour rendre hommage à cette personne, pour rendre hommage à ses enfants, ses 2 filles et son mari, parce que c'est à eux aujourd'hui à qui je pense. Une cérémonie sobre, courte, à la demande de la famille. Vendredi 30 avril, un hommage national sera rendu, présidé par Jean Castex. Et à la même heure, 17h30, des policiers se sont également réunis partout en France, dans ou devant leur commissariat, en hommage à leurs collègues assassinés. C'était un rassemblement à l'appel du syndicat de police Unité SGP Police. Les derniers chiffres du Covid-19 dans le département des Yvelines. Sur une semaine, les données sont plutôt à la baisse, mais restent encore très élevées. Seule exception, le taux de positivité au test qui est en légère hausse. Moins 49 en revanche pour le taux d'incidence qui s'établit à 380. C'est le nombre de nouveaux contaminés pour 100 000 habitants. Le taux d'occupation des lits en réanimation est quasi identique par rapport à la semaine dernière. 611 patients étaient hospitalisés hier dans les établissements du département. 114 toujours placés en réanimation. Et depuis le début de la crise sanitaire, 1677 personnes sont décédées du Covid-19 dans les hôpitaux du département. Et dans le même temps, la campagne de vaccination se poursuit dans le département des Yvelines. Le vaccinodrome, installé au sein du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, va même proposer désormais des créneaux en soirée. Ce vendredi, ce sera une première. Le site sera ouvert jusqu'à 23h pour réaliser des vaccinations, avec des créneaux supplémentaires ouverts pour les publics éligibles. Pour rappel, la vaccination fait partie des motifs dérogatoires pour pouvoir se déplacer après 19h. Il faut le faire, bien entendu, muni d'une attestation.
Le point d'ailleurs sur la vaccination dans le département des Yvelines. Au 26 avril, 251 069 personnes ont reçu une première injection, soit près de 22 000 de plus depuis le 20 avril. Cette semaine, environ 22 800 rendez-vous ont été pris dans les Yvelines pour la vaccination, dont près de 17 500 pour une seconde injection. Et c'est peut-être une conséquence directe de la crise sanitaire. On va en tout cas poser la question dans un instant à mon invité. Le secteur du bâtiment fait face à une crise des matières premières. Conséquence, les prix augmentent et le risque de pénurie plane. Exemple dans cette entreprise Améré avec Éléonore Sinoquet. Le secteur du bâtiment est en crise. Depuis plusieurs semaines, les matières premières se font rares, entraînant une augmentation des prix. Améré, dans l'entreprise de métallerie TAM, cela pose évidemment problème. Les sujets que nous avons actuellement, effectivement, ce sont les prix. Les prix fournisseurs qui ont augmenté en acier grosso modo de 30 à 40%, en inox 70%, et en quincaillerie, prix très, très variés puisque nous avons quelques hausses de 10% et quelques hausses jusqu'à 50%. Ce prix-là, nous ne pouvons pas les répercuter à nos clients puisque nous avons signé des marchés depuis 6 mois, 1 an, et ce sont des prix fermes et non révisables. Conséquence des prix qui s'envolent, le risque de pénurie inquiète aussi le chef d'entreprise. Nous avons des produits standards que l'on ne trouve plus, donc on en veut absolument puisqu'il nous les faut et nos fournisseurs nous disent si tu en veux plus, voilà le nouveau prix qui est majeur. La Chine et les États-Unis aspirent énormément de production encore européenne et nous, on subit effectivement toute cette matière première ou ces barques qui s'en vont à l'étranger, on les a plus sur le marché français. Donc effectivement, on va avoir quelques soucis. Cette crise des matières premières aura des conséquences sur les futurs chantiers. L'entrepreneur l'assure, il devra intégrer à ses futurs contrats une clause supplémentaire sur les prix des matériaux. Le but pour moi maintenant, c'est de prévenir tous mes promoteurs immobiliers avec qui je travaille. C'est que maintenant, nous allons revoir nos prix avec un coefficient de révision. Nos marges sont moins bonnes, puisque le prix matière étant plus important, on ne peut pas le revendre, on subit de plein fouet. Des conséquences qui vont donc se répercuter sur les clients. La Fédération française du bâtiment estime qu'il n'y aura pas de retour à la normale avant 6 mois. Et on parle de ce sujet avec Christophe Bouguin en visioconférence. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes le nouveau président de la Fédération française du bâtiment des Yvelines. Vous êtes à la tête d'une entreprise d'électricité, de serrurerie et de métallerie et vous avez succédé à Pierre Cogent pour un mandat de 3 ans. J'imagine qu'il y avait meilleur contexte peut-être pour aborder ce mandat. Comment vous l'abordez justement ce mandat? Est-ce que c'est de l'inquiétude autour de cette crise justement des matières premières? Moi, je l'aborde comme un président de fédération, mais surtout comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'en règle générale, on est confronté à un problème par jour. Donc, on a celui-là qui est là depuis déjà 1 an. Mon prédécesseur l'a très bien affronté, et puis à mon tour de le suivre. Mais c'est notre quotidien, les difficultés. C'est le rôle d'un chef d'entreprise. Dans le sujet précédent, on a entendu parler de cette crise des matières premières au travers des pénuries qui peuvent se présenter pour l'acier. Quels sont les autres matériaux qui sont concernés justement par cette crise? C'est vrai que tous les matériaux, le PVC, le bois, le verre, sont impactés lourdement par 2 choses. D'une part, leur prix qui est en train de s'envoler, et ensuite par un manque de produits qui aujourd'hui est dramatique pour nos activités. On n'arrive plus à se fournir. C'est aujourd'hui très compliqué pour nos entreprises de s'approvisionner pour fabriquer et fournir nos clients. Avec comme première conséquence, on l'a vu dans le reportage précédent aussi, une flambée des prix, plus 30% sur l'acier. Ça concerne aussi par exemple le bois de construction et là les prix ont explosé, les hausses sont de l'ordre de 200 à 250%. C'est ça exactement. La Chine et les États-Unis viennent se servir sur le marché français des bois, et aujourd'hui, d'une part, on n'arrive plus à s'approvisionner, et d'autre part, en plus, ça se raréfie, et c'est très 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 compliqué pour l'ensemble de notre économie. Ça, c'est l'une des explications, effectivement, la ruée sur les stocks européens qui sont pourtant limités de pays comme la Chine, les États-Unis, qui ont connu une forte croissance fin 2020. D'autres explications peut-être aussi, la crise sanitaire qui en est une autre. Les chantiers ont repris brutalement, on va dire, un rythme normal après plusieurs mois à fonctionner en ralenti. Ça a pu peut-être désorganiser les filières de réapprovisionnement également?
Alors, le bâtiment, on a quand même eu la chance de repartir relativement vite. On a très vite mis en place les règles de sécurité qui ont été mises en place par l'OPPBTP et validées par le gouvernement. On a quand même pu redémarrer très rapidement, un mois et demi, un bon mois, un mois et demi, 2 mois. On a été opérationnel, nos équipes ont été formidables, elles ont suivi d'une manière vraiment professionnelle toutes ces règles qui ont été mises en place. Autant pour leur protection à eux que la protection de nos clients. Bon, le bâtiment, on se plaint quand même pas trop. Aujourd'hui, on a un fonctionnement qui tourne plutôt bien. On a redémarré, on a été dans les premiers à redémarrer. Voilà, de ce côté-là, on peut pas se plaindre. Après, ça a eu un impact. Toutes ces règles sanitaires ont eu un impact sur nos prix entre 5 et 10%. C'était pas n'importe quoi, puisque les gels, mais tout le monde a joué le jeu. Tous nos salariés ont été à la hauteur de cette sécurité qu'on leur a fait prendre. Et j'ajoute que Donald Trump n'y serait pas aussi étranger à cette crise des matières premières, puisque lorsqu'il était à la tête du pouvoir aux États-Unis, il a fortement taxé le bois canadien. Conséquence, on disait tout à l'heure, ruée des États-Unis, des entreprises américaines sur les stocks européens, avec des achats à des prix plus élevés, ce qui pourrait expliquer aussi cette crise des matières premières. Est-ce que le blocage aussi pendant plusieurs jours du canal de Suez a pu avoir un impact négatif sur cette crise, notamment sur le prix du fret maritime ? Évidemment, on a du mal à notre échelle du département de s'en rendre compte, mais nationalement, on nous le fait remonter, effectivement. Forcément, on va le subir et forcément, on va le répercuter sur nos prix. Jusqu'à quel moment ? Parce que le souci, c'est qu'on a beaucoup de devis qui ont été signés et qui ont été validés avec des prix. Et aujourd'hui, le matériel qu'on achète n'a plus rien à voir avec ces prix-là. Et c'est là où on demande au gouvernement aujourd'hui, c'est une renégociation de ça, parce que on peut très bien faire fonctionner nos entreprises et à la fin être obligé de les fermer par un problème qui est celui de ce montant de fourniture qui dépasse les achats prévus dans l'étude du départ. Donc c'est de s'adapter finalement à la fluctuation des prix pour que les marges ne soient pas trop, ne subissent pas trop de conséquences finalement, parce que les marges sont revues à la baisse justement avec ce prix des matières premières qui augmente. Exactement, les matières premières nous plombent complètement notre exercice. Et puis, je vous ai parlé aussi du côté sanitaire, de tout. Et c'est vrai que des prix qui ont été réalisés il y a 1 an, aujourd'hui, les mettre en application sur nos chantiers, c'est plus que compliqué. C'est limite des fois à se repositionner dessus, comment faire. Hausse des prix, risque de pénurie, est-ce que ça veut dire que des entreprises aujourd'hui pourraient être contraintes de stopper des chantiers dans les mois à venir et du coup d'engendrer justement des retards sur ces chantiers ? Est-ce que c'est un risque aujourd'hui qui est réel ? Je pense que c'est plus qu'un risque. De toute façon, à un moment donné, on est confronté à faire tourner nos entreprises. Donc, fabriquer à perte et faire travailler à perte, je pense que c'est plus qu'un risque. Il va falloir vraiment que on soit entendu et qu'on nous écoute sur ça, parce que comment un chef d'entreprise peut arriver à faire tourner son chantier en sachant qu'il perd de l'argent tous les jours ? C'est déjà pas évident quand tout va bien, et là, c'est impossible. Vous en parliez tout à l'heure, ça c'est nécessité de geler les pénalités de retard, c'est l'une des demandes de la FFB au niveau national au ministre de l'économie. Bien évidemment, c'est primordial aujourd'hui. Sur les marchés publics, sur les marchés privés, ça va faire partie aussi, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça va être vital pour nos entreprises. C'est le principal dossier sur lequel vous allez vous atteler là sur les premiers mois de votre mandat ? Il est vrai qu'on est là pour accompagner nos entreprises. Alors, ça va faire maintenant 1 an qu'on est en plein dedans. On a cette fédération qui a été magnifique, formidable depuis 1 an, qui fonctionne, qui a été vraiment fédératrice et qui a permis à tout le monde de se réunir sur des visios qu'on ne connaissait pas trop dans le bâtiment parce qu'on était quand même plus amenés à se rencontrer sur place. Mais depuis 1 an, les visios n'arrêtent pas et ont permis à tout le monde d'être entouré, de se fédérer, de trouver des solutions à tous ces problèmes. Merci. Donc, Christophe Bouguin. On va continuer ce travail-là, effectivement. Merci Christophe Bouguin d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je vous rappelle, vous êtes le président nouvellement élu de la Fédération française du bâtiment, la fédération dans les Yvelines.
Dans le reste de l'actualité, les derniers chiffres du chômage dans les Yvelines. Sur le premier trimestre 2021, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué d'1,9% par rapport à la fin de l'année dernière. Il s'agit de la catégorie A, c'est-à-dire des personnes sans aucune activité. En revanche, si l'on regarde les statistiques sur un an, le chômage a augmenté de plus de 7% entre mars 2020 et mars 2021 dans le département. Une hausse supérieure à la moyenne nationale qui est à 6,3%. Au chapitre politique, les élections régionales qui se tiendront les 20 et 27 juin prochains. Ce mardi, le parti de la République En Marche a dévoilé les noms de ses têtes de liste par département pour le scrutin. Dans les Yvelines, la candidature en vie d'Île-de-France sera menée par Jean-Noël Barrot, député de la 2e circonscription. Celui qui est également secrétaire général du MoDem, allié du parti présidentiel, sera accompagné d'Aurore Berger. La députée de la 10e circonscription est inscrite en numéro 2 sur la liste yvelinoise. Au niveau régional, pour rappel, la candidature est conduite par Laurent Saint-Martin qui fera face à la présidente sortante Valérie Pécresse, à Clémentine Autain pour la France Insoumise, Julien Bayou pour Europe Écologie et Les Verts, Audrey Pulvar pour le Parti Socialiste et Jordan Bardella avec le Rassemblement National. À Magny-les-Hameaux, le collectif La Clairière Paysanne a lancé sa propre boutique installée directement dans une ferme. Grâce à une vente en circuit court, les 4 amis à l'origine du projet espèrent séduire de nombreux clients. Mélanie Poquet et Joe Sacal. Le collectif La Clairière Paysanne s'est installé à Magny-les-Hameaux dans les Yvelines avec un projet, ouvrir un point de vente direct sans intermédiaire au sein de leur ferme, la ferme de la Closeraie. Alors pour cela, les 4 amis s'organisent. Chacune a un atelier de prédilection. Donc Mathilde, ça va être les herbes médicinales et aromatiques. Marc-Albert et moi, ce sera le maraîchage. Et Alban, ce sont les arbres, fruitiers et fourragers. Chacune a une casquette. Avec un terrain de 2,5 hectares, ils cultivent leurs produits selon un cahier des charges agriculture biologique. L'idée de planter à la fois des arbres à côté des légumes, à côté des aromatiques, à côté des petits fruits, c'est essayer de recréer un équilibre naturel et d'apporter le plus de biodiversité possible, de recréer les fermes d'antan de polyculture élevage où tout s'harmonisait. Colocataire sur la ferme avec berger et maraîcher, la boutique, ouverte depuis le 6 mars, propose viande, yaourt, miel, laine et légumes. En plus de la vente aux AMAP, cette boutique était un objectif de base. C'est vraiment notre particularité dans cette boutique, c'est que c'est issu de nos productions et de ce lieu également. Il y a un laboratoire de transformation qui est juste là pour les yaourts. On a tout le stockage pour les légumes qui est juste derrière dans le hangar. Les produits qu'on pourra retrouver ici, c'est des produits magnicois et bio évidemment. Après seulement quelques semaines d'ouverture, le nouveau point de vente attire les clients du coin. Les produits locaux, c'est produit localement avec des produits qui nous semblent de meilleure qualité que les produits industriels. Les premiers légumes de la ferme arriveront au mois de juin. En attendant, la boutique reste ouverte tous les samedis de 10h à 13h. La situation reste tendue à Trappes. Dans la nuit de lundi à mardi, le commissariat de police a été de nouveau visé par des tirs de mortier d'artifice. C'est la 3e fois depuis jeudi. Les faits se sont produits vers minuit avec une quinzaine de tirs en tout recensés. Vers 23h, c'est le centre de rétention administrative de Plaisir qui avait été ciblé également par plusieurs personnes. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Selon le syndicat SGP Police, 66 faits d'attaque au mortier et projectiles contre les policiers ont été enregistrés dans les Yvelines et ce depuis début avril. Et direction Versailles à présent où une vente aux enchères de véhicules de collection était organisée ce dimanche. Le rendez-vous était précédé d'une exposition au domaine de Madame Elisabeth avec les 25 voitures concernées. Le reportage de Michael Elmidoro. Ferrari, Porsche, Aston Martin, Range Rover, des modèles rares étaient exposés au domaine de Madame Elisabeth à Versailles ce week-end. Les 25 et 26 avril, une exposition gratuite organisée dans le cadre d'une vente aux enchères. Le rendez-vous a attiré plusieurs milliers d'amoureux de belles mécaniques avides de nostalgie. Il y a une belle Range Rover là-bas qui est très jolie, qui me rappelle mon enfance, les années 80. Il n'y a que des vieux véhicules, donc oui, ça rend nostalgique. Ouais. La petite 205 GTI 1,6 litre, car jeune, j'avais une 205 GTI 1,9 litre sur laquelle j'ai appris à conduire en fait. Ça parle au cœur tout à fait. Au total, 25 véhicules de collection étaient présentés au public avant la vente. Il y a un peu de tout, on essaye d'avoir aussi un parc automobile assez mélangé dans le sens où il y a pour tous les prix, pour toutes les envies, pour tous les goûts surtout. Il y a autant d'anciennes et de très anciennes. Notre première date de 1947.
mais également de Youngtimer, avec des collecteurs, des futurs collecteurs qui ne sont pas encore les voitures de collection, la BMW Z3 ou la Porsche 996, qui va forcément trouver preneur à des petits prix. Après l'exposition, place à la vente ce dimanche 26 avril, toujours à Versailles, dans cette maison de vente aux enchères. Une trentaine d'acheteurs s'est déplacée et s'est laissé tenter. La plupart des 25 lots sont partis. Ça a été même au-delà de nos espérances, avec un très beau lot qui s'est vendu, l'Aston Martin DBS, qui est parti pour 142 000 € au marteau, auquel il faut rajouter 20% de frais. Donc c'est une très grande surprise pour les vendeurs comme pour nous. On est très heureux. Les autres lots sont bien partis, notamment sur Internet, et aussi des acheteurs en salle. Donc finalement, la pandémie n'a pas complètement stoppé les ventes aux enchères. Cette maison de vente organisera d'autres ventes aux enchères de véhicules de collection. Le prochain rendez-vous est programmé le 5 juillet prochain, toujours à Versailles. Après une édition 2020 annulée lors de la 18e prairiale, la 18e prairiale avait été annulée de Montigny-Bretonneux l'année dernière, elle s'est tenue finalement ce week-end à la ferme du Manet. Il s'agit d'un rendez-vous annuel pour collecter des fonds en faveur de la lutte contre la cécité avec le financement de chiens guides d'aveugles, une édition remaniée par le Lions Club de Montigny-les-Trois-Villages avec 21 exposants. Pas de produits du terroir et de restauration Covid-19 oblige, mais les visiteurs ont répondu tout de même présents en battant les chiffres de fréquentation précédents. 3500 sont venus partager leur passion pour les plantes et les fleurs, les propos recueillis par Mélanie Poquet. Nous sommes donc une association, un club service, qui travaillons pour différentes actions et entre autres la cécité. Et donc c'est important puisque cette année nous avons remis un chèque de 5 000 € lors de l'inauguration pour donc bientôt un chien complet. Donc c'est très important. J'ai parlé aussi des exposants, puisqu'il y a de nombreux exposants qui n'avaient pu participer à aucun marché dans les Yvelines. Un événement qui, on l'a compris, a aussi vocation de garder du lien en cette période compliquée. C'était aussi l'objectif de ce tournoi d'e-sport. Samedi dernier, la ville des Mureaux s'est associée à Even to Give pour le proposer. Une 60aine de joueurs s'est affrontée. Retour avec Mélanie Poquet. Et on est sur les dernières secondes de ce tournoi. Evokia qui va jeter ce ballon, peut-être rentrer, oui. 3, 2, 1, et c'est terminé. Ils sont les vainqueurs du LMX Gaming Challenge. Evokia et Dico remportent le premier tournoi en ligne des Mureaux. La ville proposait 5 heures de compétition autour du jeu Rocket League. C'est comme un match de foot mais avec des voitures. Donc les voitures doivent mettre le ballon dans les buts. Voilà. Et donc ça se joue en équipe de 2 ou de 3. Donc là on a décidé de le faire en équipe de 2 parce que c'est vrai que 3 c'est plus difficile pour les jeunes de trouver 3 coéquipiers. Il s'agit d'un jeu qui est multiplateforme et gratuit, donc tous les joueurs peuvent participer. Donc, si une personne a un PC ou l'autre une Xbox, ils peuvent se rencontrer et donc participer au tournoi. Des matchs de 5 minutes en élimination directe pour les 32 équipes inscrites pour ce challenge. La ville souhaitait garder du lien avec ses habitants en cette période de Covid. Avant, on faisait des tournois e-sport. On a un parc de consoles, donc on faisait des tournois e-sport dans des salles. Et l'idée, c'était de pouvoir continuer cette activité, mais chacun chez soi pour que, voilà, il n'y ait pas de risque de transmission. Donc chacun peut rester chez soi. De nombreux lots ont été partagés entre les participants. Les vainqueurs vont recevoir des casques gaming. La ville envisage de proposer d'autres tournois e-sport. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.